Dans le cadre de nos analyses permanentes et de notre vigilance sur l'information d'Israël et du Proche-Orient, nous avons pour vous assisté à la conférence de presse exceptionnelle de Reza II, fils du Shah d'Iran. Infolive.tv, à l'issue de la conférence, a eu le privilège unique et exceptionnel d'un entretien privé avec Reza Pahlavi. Si nous pensons seulement au fait que le régime islamique s'est montré impossible de pouvoir faire confiance, car il a violé certains aspects du traité de non-prolifération, par exemple, il ne faut pas oublier que bien avant ça, ce régime a été, en tant que membre des Nations Unies, le plus grand violateur des droits de l'homme, qui fait partie de la Charte des Nations Unies. Et quand on oublie de faire pression sur ce régime, sur ces thèmes, il ne faut pas vous étonner que les Iraniens réclament, mais alors nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on devient? Et donc, si c'est vraiment un compromis qui oublie encore une fois, qui passe par-dessus la tête de mes compatriotes, vous me donnerez raison, ainsi que le reste de mes compatriotes, de s'inquiéter. Et c'est là où on veut demander la question claire. Est-ce que vous nous lâchez et vous prenez le côté du régime, ou est-ce que vous êtes dans notre camp? Décidez-vous. Nous, de toute façon, nous mènerons nos buts. Que vous nous aidiez ou non, nous sommes condamnés à nous battre pour notre liberté. Nous préférions avoir votre soutien, bien sûr. Et si on veut envisager les intérêts à long terme d'une nation avec une autre nation, ce n'est pas en aidant ce régime à se stabiliser qu'on obtiendra un respect mutuel. Donc, est-ce que c'est les intérêts à court terme, encore une fois, qui interviennent, ou est-ce que ce sont les intérêts à long terme? Et surtout, les principes qui forment la base morale des démocraties occidentales, qui est basée sur le droit de l'homme, qui est basée sur la liberté. Est-ce la liberté importante seulement pour vous, mais nous ne comptons pas, ou est-ce qu'elle est aussi importante pour le reste du monde? C'est là le message qu'on attend à entendre. Donc notre position est formelle. Nous voulons avoir cette réponse, cette fois-ci, une fois pour toutes, et claire. Est-ce que vous pensez que le fait que les États-Unis seraient prêts à accorder à l'Iran des garanties de sécurité, cela faciliterait que les deux parties arrivent à un accord sur le dossier nucléaire? La seule façon où vous pouvez garantir la survie de ce régime, c'est au fait d'aider à ce régime de trouver suffisamment de temps, d'un côté d'obtenir une arme atomique pour pouvoir jouer la carte de déterrence ou peut-être même de blackmail, donc s'institutionnaliser une fois pour toutes dans la région, de pouvoir encercler le Golfe Persique, de pouvoir finalement faire ce que les Soviétiques n'ont jamais pu faire, c'est-à-dire le contrôle de l'artère vitale de l'économie mondiale, en contrôlant tout à fait la région, surtout le Golfe Persique, et de cette manière, au fait, garantir leur survie. C'est donc pas une question de leur donner une garantie en disant bon, on vous laisse suspendre par exemple l'enrichissement nucléaire et de notre côté nous n'allons plus aider l'opposition de manière à ce que vous ayez une chance de survie. C'est ça où vraiment je pense le régime reconnaît qu'il n'y a aucune garantie qui pourrait leur faire preuve de bonne volonté, car eux ils ne sont pas la bonne volonté. Eux ils cherchent tout simplement à gagner du temps, suffisamment de temps pour pouvoir enfin réussir à exporter leur révolution et c'est un scénario où vous avez un régime qui ne s'accorde pas avec le monde libre. Ils ne cherchent pas la coexistence, ils veulent vous éliminer. Ils veulent éliminer le monde libre, ils veulent le remplacer avec des régimes basés sur la loi de Dieu sur terre. Que ce soit au Caire, que ce soit à Paris, que ce soit à Washington, ils vont le faire. On n'a pas affaire, encore une fois, avec un État rationnel ou conventionnel. J'ai crainte, encore une fois, qu'on oublie quelle est la nature réelle de ce régime, d'une part, et quel est le réel danger qui guette l'Occident. Ce n'est pas juste une question du nucléaire, ça va bien au-delà de ça. Si demain l'Iran devient atomique, beaucoup de pays seront forcés à suivre. C'est vraiment là le grand désastre. La seule façon de réinverser le problème, ce n'est pas de donner des garanties de sécurité au régime, c'est de l'éliminer. Mais en même temps, je peux aussi vous dire que j'ai le sentiment que maintenant, il y a des démarches qui sont en train d'être prises d'une manière très sérieuse pour envisager une formule pour comment gérer ce problème. Entre beaucoup de pays qui commencent à y réfléchir sérieusement. Et ne pas se fiant tout simplement à la politique étrangère, que ce soit européenne ou américaine, mais ils sont en train d'entreprendre certaines initiatives pour ne pas rester dans une position tout simplement d'attente.
quand la question se posait, est-ce que les Iraniens sont pour le droit de l'Iran à la technologie, il est clair que la majorité se prononçait bien sûr. Mais quand la question a été posée, êtes-vous confortable du fait que ce régime peut devenir nucléaire, 92% de la population ont dit nous avons grande crainte. Parce qu'ils savent que ce régime a mis notre pays dans une position où on pourrait connaître des conséquences très fâcheuses. Il y a une grande différence avec le droit à la technologie et d'avoir ce type de régime qui est considéré comme le premier régime terroriste au monde qui pourra avoir le doigt sur la gâchette. Et c'est là vraiment la crainte mondiale. C'est pas que l'Iran soit nucléaire. N'oublions pas une chose, c'est même pas une question est-ce que l'Iran a le droit à cette technologie. Nous avions le droit à cette technologie. La France, l'Allemagne, l'Amérique d'ailleurs se disputaient à qui serait le premier à nous vendre cette technologie avant la révolution. Et d'ailleurs je dirais même, si cette révolution n'était pas intervenue, l'Iran aurait jusqu'à présent au moins une trentaine de stations nucléaires. Et je ne vous parle pas de la technologie Tchernobyl, je vous parle d'une technologie à pointe occidentale. Donc le régime joue cette carte de nationalisme en parlant du droit à cette technologie que nous avions et que nous avons perdu à cause de ce régime. Et les Iraniens ne sont pas dupes. Ils savent très bien la différence. Nous, on nous montre des images de la télévision iranienne où on voit des foules déchaînées qui hurlent mort à Israël, mort à l'Occident, etc. Alors, en fait, à combien estimez-vous quelle est la proportion d'Iraniens qui vraiment est fanatisé et proche du régime? Est-ce que vous avez une idée de... Moi, je pense que le taux de gens qui sont idéologiquement sympathisants de ce régime est un taux beaucoup plus réduit que le nombre de gens qui pourraient avoir des raisons économiques à favoriser le status quo. Et c'est deux questions différentes. Il ne faut pas confondre les raisons idéologiques pour les raisons économiques. Dans le pire des cas, dans le sens du plus grand nombre qu'on pourrait estimer, ça ne dépasse pas les 15%. Grand maximum. C'est-à-dire que 6 personnes sur 7 sont mécontents et ne veulent pas de ce régime. Majesté, bonjour. Mon nom est Claude Olielovitch. Je représente InfoLive TV, qui est la première chaîne de télévision israélienne qui diffuse des news 24 heures sur 24 en 4 langues, français, anglais, espagnol et arabe, et bientôt en perse peut-être. Je vous ai préparé une petite question. Votre appel sérénissime. En Israël, nous suivons avec beaucoup d'intérêt votre défense sur les droits de l'homme et la démocratie. Mais nous ne voyons pas vraiment une opposition organisée à l'extérieur de l'Iran pour contrer le régime extrêmement dangereux actuel. Qu'en est-il, Votre Altesse? Ben justement, j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que nous avons eu un changement très remarquable dans l'attitude et le comportement de l'opposition iranienne en exil, de manière à voir qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de différences et divergences idéologiques qui auraient pu nous séparer jadis, mais ce qui nous donne un aspect commun et référence commune et un but commun, ce qui est le droit de l'homme et la démocratie en Iran. Donc aujourd'hui, monarchistes, républicains, gens de gauche, de droite, de centre, sont tous d'accord et unis sur ce thème. L'opposition iranienne est actuellement sur une très bonne voie. Ceci ne se limite pas à la diaspora, mais c'est surtout basé sur les réactions à l'intérieur du pays et l'opposition à l'intérieur du pays, mais qui est représentée à cause du niveau de répression qui existe en Iran, ne peut ne se manifester qu'à travers, en majorité des cas, la diaspora. Nous avons eu depuis beaucoup de contacts avec des dissidents iraniens, dont certains ont pu sortir du pays, que ce soit des étudiants, que ce soit des journalistes, que ce soit d'autres activistes, et qui aujourd'hui sont en position de parler, de dialoguer avec les médias et les gouvernements étrangers pour expliquer un peu mieux ce qui se passe vraiment chez nous et ce qu'est l'attente et l'espérance de nos compatriotes à l'intérieur. Pour nous, il s'agit de pouvoir aider à ce que cette communication et cette organisation se fasse à l'échelle beaucoup plus élevée et nationale dans notre pays. Nous avons certainement besoin d'aide et d'assistance, logistique, technique, etc., comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et je pense que vous verrez très prochainement la manifestation de cette union et collection d'actions que l'opposition vous présentera, nous espérons, en tout cas dans cette période de fin d'été, à travers un forum ou une assemblée qui sera un congrès, si vous voulez dire, une sorte de congrès national et démocratique iranien,
qui au fait représente l'opposition démocratique au régime actuel en Iran. Il y a beaucoup... Vous en serez naturellement le leader. Pardon ? Vous en serez naturellement le leader. Mon rôle est très clair. Mon rôle est, je prends une position, pas politique, mais une position nationale. Et mon but a toujours été, depuis ces 27 ans, d'aider et faciliter cette union, cette coopération, dans le seul but, justement, de pouvoir arriver enfin à un terme de démocratie et de droits de l'homme en Iran. La formule sur laquelle nous travaillons est, bien entendu, la rédaction d'une nouvelle constitution laïque basée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et un processus démocratique d'élection et de cette Assemblée avec un référendum national qui décidera non seulement le contenu mais éventuellement la forme finale que le régime prendra. Donc ce n'est pas une question pour l'instant de dire est-ce que l'avenir de l'Iran sera monarchique ou républicain, c'est une question que ce devienne une solution démocratique. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement une question d'accéder à l'intelligentsia en Iran, puisque en majorité des cas, les gens qui ont accès, par exemple, à l'Internet ou une antenne parabolique pour capter des émissions satellites ne représentent pas nécessairement la plus grande tranche de notre population. La majorité des gens qui sont en plein fond de nos campagnes ont le meilleur moyen, peut-être une petite radio AM, mais la seule façon de capter ces messages, c'est d'avoir accès à une transmission à ondes, comment dirais-je, medium wave, ce qui n'existe pas. D'ailleurs, beaucoup de vos confrères qui sont des journalistes iraniens qui travaillent dans tous les médias iraniens qui diffusent sur l'Iran pourront vous dire que c'est un endroit dans lequel nous trouvons un grand trou qu'il faudra d'une manière ou d'une autre régler. Puisqu'avant tout, si on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'organiser, c'est clair. Donc c'est un élément extrêmement clé pour nous de pouvoir résoudre ce problème de communication. Et ce n'est pas une communication dans un sens, c'est aussi un dialogue, puisque nous pensons qu'à travers cet échange d'informations, non seulement nous, en tant qu'Iraniens, mais la communauté internationale aura beaucoup plus d'accès aux informations et aux faits de ce qui se passe en Iran qu'à travers des filtres. Et comme vous le savez tous, pour obtenir un visa et aller en Iran, je suis sûr qu'on vous laisse pas aussi facilement voir ce que vous voulez voir. Ça, on le connaît, c'est pas la peine à moi de le dire. Mais à travers là, on peut faire le bypass de ce régime et avoir encore beaucoup plus d'informations. En tout cas, c'est l'un des points clés sur lesquels nous travaillons. Quand on sait que la fin du fascisme est passée par la chute du régime de Hitler, quand on a vu que la fin de la chute du communisme, c'était avec la chute de Moscou, eh bien la fin de l'intégrisme islamique ne proviendra qu'avec la chute du régime islamique à Téhéran. Ça fait 27 ans que vous envoyez vos camions de pompiers à éteindre tous les feux et les incendies sur Terre, mais personne ne s'est interrogé qui est le coupable qui a la boîte d'allumettes en main. Le problème a commencé avec le régime islamique, le problème s'arrêtera avec la chute du régime islamique. Que ce soit le processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, que ce soit le terrorisme, que ce soit le radicalisme, que ce soit les dangers de prolifération d'armes à destruction massive, la militarisation du Moyen-Orient à cause de cela, et l'inversement de ce cycle, est tout simplement un retour à la tranquillité et à la paix à travers la libéralisation de notre pays et le retour de la démocratie chez nous. À mon avis, c'est la voie la plus logique et la moins coûteuse et la plus directe. Puisque n'oublions pas une chose, il y a aussi une course contre la montre. Il n'y a pas un créneau de temps illimité pour cela. N'oubliez pas que ce régime était en train d'essayer de gagner du temps pour finalement avoir cette bombe. Maintenant, les experts peut-être prévoient un créneau de temps différent. Certains disent aussi vite que 6 mois, d'autres disent ça pourrait prendre 3-4 ans, mais peu importe cette marge de temps, ce n'est pas dans un horizon très lointain. Donc nous avons une marge de temps relativement limitée dans laquelle cette alternative de milieu peut s'introduire. Les autres options ne sont pas enlevées, mais nous voulons éviter à tout prix des scénarios fâcheux, surtout du genre militaire. Donc la seule solution qui, à mon avis, peut unir le monde entier, c'est de s'investir dans un processus de démocratisation. Mais en soutenant, pas seulement par parole, mais par action, les forces démocratiques, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et les aider à pouvoir communiquer et s'organiser, et par méthode de désobéissance civile et de non-violence, faire pression sur ce régime d'une part à l'intérieur, mais aussi avoir
l'accord, le soutien de la communauté internationale pour faire encore plus pression sur ce régime qui n'aura à ce moment-là perdu son point d'appui. C'est le scénario qui pour nous est le scénario idéal, mais qui est aussi plausible. Et je pense qu'il est grand temps qu'on s'interroge sur cette question tant que ce créneau existe. Est-ce que la démocratie arrivera en Iran avant, ou est-ce que le régime obtiendra l'arme atomique avant cela? C'est là où se joue cette course contre la montre. Votre Majesté, merci de nous recevoir en privé après cette longue conférence de presse et cette formidablement intéressante. J'ai juste une dernière question à vous poser. Il y a actuellement des luttes de pouvoir internes à Téhéran. Quel est l'avis, Votre Altesse, quel est votre avis face à la situation actuelle à Téhéran? Effectivement, le plus on va dans le temps, le régime commence à avoir des fissures entre elles-mêmes. Ça a toujours été un problème pour le régime et c'est pourquoi ils ont toujours essayé de détourner l'attention des problèmes domestiques en essayant de créer une fois encore une sorte de controverse ou de problème ailleurs que chez eux-mêmes. Par exemple, pour vous citer un exemple, ce qui se passe actuellement dans leur voisinage en Irak est la meilleure façon de détourner l'attention sur les problèmes du quotidien en Iran. Donc ça a toujours été d'une manière presque, dirais-je, traditionnelle, les méthodes et les techniques de ce régime. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde commence à comprendre et reconnaître le vrai visage de ce régime, que jusqu'à présent ne s'était vraiment pas prononcé de la manière où l'on voit aujourd'hui, de la forme la plus fasciste possible. Ce qui explique un peu l'arrivée de la fin de ce régime, qui est aujourd'hui dans sa 5e République et qui se trouve maintenant dans une position complètement acculée. Et c'est pourquoi je pense que le monde devrait finalement dire, est-ce que nous devons nécessairement essayer de régler le problème dans le status quo, ou ne serait-il pas temps de dire oui à la première question que mes compatriotes en Iran s'interrogent. Nous voulons une fin à ce régime, nous voulons le remplacer par un régime démocratique et laïque. Pourquoi vous ne nous aidez pas? Pourquoi vous n'investissez pas dans la démocratie au lieu de parler de sanctions économiques qui peut quand même nous faire du mal aussi, tout en faisant peut-être du mal au régime? Pourquoi vous parlez d'attaques préventives militaires? Pourquoi vous parlez d'un arrangement et grand bargain en oubliant tous les principes de liberté et de droits de l'homme en Iran, tandis que vous avez le meilleur allié potentiel dans la région, sont les Iraniens, qui ne demandent rien de mieux que de rejoindre ce monde libre, et c'est la meilleure armée possible sur place qui existe. Bien sûr. Votre Majesté, vous ne craignez pas pour votre vie? Vous savez, ça fait déjà longtemps que j'ai mis mon destin dans les mains de grands puissants. Vous savez, c'est une cause dans laquelle on est prêt à tout sacrifier. Moi, je m'interroge plus sur les questions de sécurité, puisque pour nous, ça a été dès l'enfance un élément qui existait malheureusement dans le monde dans lequel on vit. Bien sûr, je suis pas dupe de prendre des risques inutiles, mais je suis pas non plus figé sur cette question. On peut pas ne pas prendre de risques. Il faut prendre des risques nécessaires. Je suis prêt à sacrifier ma vie si c'est nécessaire. Mais disons que j'ai cette conviction que il y a une certaine bénédiction, nous sommes quand même protégés. J'espère qu'on puisse réussir parce que vraiment mes compatriotes méritent beaucoup plus de ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc je suis prêt à tout sacrifier. Je vous souhaite de réussir et que Dieu vous protège. Merci, Majesté.